Il existe des endroits en France que les cartes oublient, des lieux que la mémoire collective choisit d'effacer, non par négligence, mais par une nécessité silencieuse, presque instinctive, comme si la terre elle-même avait décidé que certaines choses ne devaient pas être retrouvées. Le village de Saint-Avran, dans le sud profond, est l'un de ces endroits. Aujourd'hui encore, si vous demandez à un habitant du département voisin s'il connaît Saint-Avran, il froncera les sourcils, cherchera dans ses souvenirs et finalement secouera la tête avec un sourire gêné. Pourtant, le village existe. Il a toujours existé. Et dans ce village, il reste, au bout d'un chemin de pierre que les ronces ont presque entièrement recouvert, les ruines de ce qu'on appelait autrefois le domaine des Delaroque. Personne ne parle des Delaroque. Ce n'est pas une règle écrite, ce n'est pas une interdiction formelle. C'est simplement une vérité que les anciens du village ont transmise à leurs enfants et que ces enfants ont transmise aux leurs avec la même économie de mots, le même regard légèrement détourné. On ne parle pas des Delaroque, pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce qu'il y a trop à taire. Ce que vous allez entendre ce soir m'a été confié par bribes à travers des années de recherche dans des archives poussiéreuses, des témoignages recueillis auprès de personnes âgées qui chuchotaient encore en me parlant, et des documents que certains auraient préféré voir disparaître à jamais. Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée. Je voudrais sincèrement qu'elle le soit. La famille Delaroque était ancienne, pas simplement vieille, ancienne, dans le sens le plus profond du mot, le sens qui évoque des racines si profondes qu'elles touchent quelque chose que la lumière ne peut pas atteindre. Les premières traces écrites de leur présence à Saint-Avran remontent au XVe siècle, bien que des légendes locales les fassent apparaître bien avant, à une époque où la région n'avait pas encore de nom officiel, seulement des forêts de chênes et des collines que personne n'osait traverser la nuit. Ils avaient toujours été là. C'est ce que disaient les anciens. Les Delaroque avaient toujours été là, comme la pierre, comme le froid de janvier, comme l'odeur de la terre mouillée après la pluie. Leur domaine occupait une position singulière, à la limite du village, ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. Une grande demeure aux murs épais, de couleur ocre pâle, avec des volets de bois sombre, qui restaient presque toujours fermés. Une allée de cyprès menait à la grille principale, et cette grille, forgée dans un fer noir, qui ne rouillait jamais malgré les décennies, portait au centre les armes de la famille. Un oiseau aux ailes déployées, la tête tournée vers le bas, au-dessus d'une devise en latin que personne, dans le village, ne savait traduire avec certitude. Certains disaient que cela signifiait quelque chose, comme « ce qui est enfoui demeure ». D'autres proposaient une traduction plus simple, le silence nourrit. Personne n'avait jamais demandé aux Delaroque eux-mêmes. On ne leur demandait pas ce genre de choses. La famille était respectée. Peut-être même crainte, bien que les habitants de Saint-Avran n'auraient jamais employé ce mot. Ils disaient considéré. Ils disaient important. Ils disaient les yeux fixés sur leurs mains. Des gens qui ont toujours veillé sur ce coin de terre. Les Delaroque possédaient des terres, beaucoup de terres, des vignes, des prés, des bois que personne d'autre n'avait le droit de traverser. Ils employaient des domestiques du village, payaient bien, ne posaient pas de questions inutiles. Ils faisaient des dons à l'église paroissiale, anonymes toujours, bien que tout le monde sache d'où venait l'argent.
Ils étaient vite présents aux fêtes religieuses importantes, toujours assis au premier rang, toujours vêtus de noir, toujours silencieux pendant le sermon, avec une attention que le curé lui-même trouvait, il l'avouait parfois à voix basse, légèrement inconfortable. Le patriarche, au tournant du XXe siècle, s'appelait Édouard Philippe de La Roque, un homme grand, au visage étroit, aux yeux d'un gris presque transparent. Il avait une façon de regarder les gens qui donnait l'impression qu'il ne les regardait pas vraiment, qu'il regardait quelque chose légèrement derrière eux, quelque chose que lui seul pouvait voir. Sa femme, Marguerite, était une femme belle et silencieuse, qui souriait rarement et ne sortait presque jamais du domaine sans lui. Ils avaient 3 enfants, 2 fils et une fille. Les fils s'appelaient Armand et Lucien, la fille, s'appelait Céleste. On ne parlait pas de Céleste dans le village, pas parce qu'elle était méchante ou étrange ou mauvaise. On ne parlait pas d'elle parce que, un matin d'automne de l'année 1907, elle avait disparu. Et personne n'avait posé de questions. C'est cela qui, des années plus tard, frapperait les chercheurs et les journalistes qui s'intéresseraient à l'affaire. Pas la disparition elle-même. Les disparitions existaient dans ces années-là, dans ces régions isolées. Ce qui frappait, c'était le silence qui avait suivi. Aucune déclaration aux autorités, aucune recherche officielle. Édouard Philippe de La Roque avait simplement fait savoir, par l'intermédiaire de son intendant, que sa fille était partie en pension dans le Nord, et le village avait accepté cette explication sans sourciller, sans poser la moindre question, comme si une force invisible avait refermé des mains autour de toutes les bouches en même temps. Mais revenons à ce qui se trouvait au bout du domaine. Derrière la grande demeure, dissimulée par un bouquet de chênes centenaires, se trouvait une chapelle. Petite, basse, construite en pierre grise, d'une teinte légèrement différente de celle de la maison principale. Comme si elle avait été bâtie à une époque différente, par des mains différentes, pour des raisons différentes. Sa façade portait une croix taillée dans la pierre, mais une croix d'une forme légèrement inhabituelle. Les bras trop courts, la base trop longue, comme une croix normale qui aurait été étirée vers le bas, vers la terre. Les vitraux, si on pouvait les appeler ainsi, étaient d'un verre épais et opaque, d'une couleur entre le gris et le vert, qui ne laissait passer aucune lumière de l'intérieur ni de l'extérieur. La chapelle était fermée. Fermée à clé, avec un cadenas dont Édouard Philippe portait lui-même la clé autour du cou, pas sur un trousseau, autour du cou, sur une chaîne fine, comme un médaillon, comme une relique. Personne d'autre n'entrait dans cette chapelle, même les prêtres de passage, même les domestiques les plus anciens, même les fils de la famille. Quand on demandait pourquoi, et on demandait rarement, très rarement, Édouard Philippe répondait simplement que c'était un lieu de prière privée, que certaines dévotions devaient rester personnelles et que la discrétion était la première forme de respect. Et pourtant, plusieurs témoignages recueillis à des époques différentes par des personnes qui ne se connaissaient pas et ne s'étaient jamais rencontrées mentionnent la même chose, décrite avec les mêmes mots, presque, comme si tous avaient vu la même réalité depuis des angles différents, des lumières dans la chapelle. La nuit, des lumières tremblantes, orangées, qui filtraient sous la porte de bois sombre, alors que personne, selon les registres de présence que tenait l'intendant, n'était entré dans la propriété. Des lumières qui apparaissaient régulièrement à des dates qui, selon un historien qui analysa les témoignages, beaucoup plus tard, correspondaient à des dates précises dans le calendrier liturgique ancien. Pas le calendrier catholique courant,
mais un calendrier plus ancien, pré-chrétien, que peu de gens connaissaient encore, et un bruit. Un bruit bas, sourd, qui ressemblait, c'est ce que disait une vieille femme du village, Adélaïde Morin, qui avait travaillé comme cuisinière au domaine pendant 20 ans, qui ressemblait à des voix récitant quelque chose à l'unisson, sous la terre, comme si les voix venaient d'en dessous, pas de la chapelle elle-même, de dessous la chapelle. Adélaïde Morin avait dit cela une seule fois à sa fille, la nuit avant sa mort. Sa fille l'avait répété à sa propre fille, qui était encore vivante au moment où je menais mes recherches, très vieille, les mains tremblantes, et qui m'avait regardé avec des yeux où je lisais quelque chose que je n'oublierai pas, pas de la peur, quelque chose de plus profond que la peur, une certitude. Et si vous étiez à la place d'Adélaïde cette nuit-là, debout dans l'obscurité du domaine, entendant monter de sous la terre ces voix que vous n'arrivez pas tout à fait à reconnaître, auriez-vous osé rester? Auriez-vous osé poser une question le lendemain matin? Elle ne l'avait pas fait. Personne ne l'avait fait. Les années passèrent. Édouard Philippe vieillissait, mais vieillissait étrangement, plus lentement que les autres, semblait-il, comme si quelque chose ralentissait en lui le passage du temps. Les gens du village commençaient à en plaisanter à mi-voix, avec ce rire un peu forcé qu'on a quand une chose commence à sortir des limites du confortable. Son fils aîné, Armand, prit progressivement les rênes du domaine. Armand était différent de son père, plus social, plus présent dans le village, presque chaleureux. Il participait aux foires, discutait de politique dans le café, aidait ses voisins pendant les récoltes. Certains disaient qu'il était enfin en train de rompre avec la tradition familiale, qu'il apportait une nouvelle ère au Delaroque. Mais Armand portait aussi la clé autour du cou, toujours. C'est en 1923 que les choses changèrent. L'Église, dans les années d'après-guerre, cherchait à renforcer sa présence dans les campagnes. Des prêtres jeunes, souvent idéalistes, étaient envoyés dans des paroisses rurales avec pour mission de raviver la foi, de moderniser les pratiques, de s'intégrer aux communautés. Saint-Avran reçut l'un de ces prêtres au printemps de cette année-là. Il s'appelait Père Antoine Vassel. Il avait 28 ans, une énergie débordante, une curiosité sincère et, malheureusement pour lui, une honnêteté totale. Le père Vassel arriva dans le village avec 2 valises et beaucoup de questions. Il voulait tout comprendre, tout voir. Il visitait les familles, bénissait les maisons, s'asseyait à la table des paysans. Les gens l'aimèrent très vite. Il était direct, sans prétention, et il avait le bon sens de savoir quand écouter et quand se taire. Et puis, il remarqua la chapelle. Il la remarqua d'abord de loin, en passant sur le chemin qui longeait le mur nord du domaine des Delaroque. Une petite construction de pierre grise, à peine visible derrière les chênes. Il demanda à son sacristain ce que c'était. Le sacristain répondit, en regardant ses pieds, que c'était la chapelle privée de la famille Delaroque, que c'était fermé, que ça avait toujours été fermé. Le père Vassel hocha la tête et n'insista pas. Pas encore. Mais dans les semaines qui suivirent, il commença à poser des questions. Pas à la famille Delaroque directement. Il n'était pas stupide. Mais aux vieux du village, aux femmes qui bavardaient après la messe, aux hommes qui buvaient leur vin le soir. Et peu à peu, fragment par fragment, avec la patience d'un archéologue qui dégage une mosaïque perdue, il assembla quelque chose. Pas une vérité complète, une impression, une forme dans le brouillard. Des disparitions, lui dit-on. Il y en avait eu, pas beaucoup. Pas assez pour qu'on en parle, mais assez pour qu'on s'en souvienne. La fille d'Édouard Philippe, Céleste.
en 1907, un domestique en 1898 qui s'appelait Théodore et dont on n'avait plus jamais entendu parler, une jeune femme du village en 1911 qui était allée travailler au domaine et n'était jamais revenue. La famille avait dit qu'elle était partie chercher du travail ailleurs et personne n'avait posé de questions. Et plus loin dans le temps, encore plus flou, des rumeurs qui remontaient à plusieurs générations, des noms qui revenaient dans les vieilles conversations comme des fantômes, des gens qui avaient été proches des de la Roque et qui avaient fini par ne plus l'être, par ne plus rien être. Le père Vasselle écrivit tout cela dans son journal. Ce journal, retrouvé par hasard dans les archives d'un évêché de la région en 1987, est l'un des documents les plus troublants que j'ai jamais lus. Non pas parce qu'il contient des révélations spectaculaires, mais parce que la progression qui s'y dessine, page après page, est celle d'un homme qui comprend progressivement quelque chose et dont la compréhension progressive est exactement ce qui va lui coûter tout. À la page 42 du journal, il écrit « Je dois voir cette chapelle ». Il attendit. Il ne précipita rien. Il approcha la famille de la Roque avec le tact d'un diplomate, s'invita à dîner, discuta de choses légères, de la vie de la paroisse, de la santé des vignes. Armand de la Roque l'accueillit avec cordialité. Sa femme, une femme blonde et réservée qui s'appelait Hortense, souriait peu mais n'était pas hostile. La maison était magnifique à l'intérieur. Des meubles anciens, des tableaux sombres, une bibliothèque immense dont le père Vasselle nota, avec l'œil du lettré, qu'elle contenait des ouvrages en latin, en grec et dans plusieurs langues qu'il ne reconnut pas. Il demanda, vers la fin du troisième dîner, à voir la chapelle. Il le demanda légèrement, comme on demande à voir le jardin ou la cave à vin. Et la réaction d'Armand de la Roque fut, d'après ce qu'il nota dans son journal, parfaitement contrôlée. Un sourire, une légère inclinaison de tête. Malheureusement, père, la chapelle est en mauvais état. Nous ne pouvons pas y recevoir de visiteurs pour l'instant. Des travaux sont prévus. Et puis, avec une douceur qui était peut-être une menace déguisée, je suis sûr que vous comprenez. Le père Vasselle comprenait. Il nota dans son journal, ce soir-là, il y a quelque chose sous la chapelle. Sous la chapelle. Ce n'était pas une déduction logique. Ce n'était pas le fruit d'une analyse. C'était une impression, une certitude qui lui était venue en regardant les yeux d'Armand de la Roque au moment où il avait demandé à voir l'édifice. Quelque chose avait traversé ses yeux, pas de la peur, pas de la colère. Quelque chose de plus primitif, une vigilance animale, comme si l'on avait approché la main d'un animal qui garde quelque chose de précieux. Dans les semaines qui suivirent, le père Vasselle continua ses recherches. Il trouva, dans les archives paroissiales de la commune voisine, des registres qui remontaient au XVIIe siècle, quelque chose d'étrange. Une série de mentions, espacées de plusieurs décennies, qui concernaient la famille de la Roque. Des bénédictions accordées à la chapelle privée, en échange de dons importants à l'Église, des autorisations signées par des évêques successifs, permettant à la famille de conduire des offices privés sans surveillance ecclésiastique. Des formules vagues, des justifications qui changeaient selon les époques, mais revenaient toujours au même point. La famille avait le droit de faire ce qu'elle voulait dans sa chapelle, et l'Église préférait ne pas savoir. Et puis, une entrée, une seule, datée de 1743. Rédigée par un curé de passage, qui n'était resté que quelques mois dans la région, et dont on ne retrouva plus la trace ensuite. L'entrée était courte, et plusieurs mots avaient été barrés, comme si quelqu'un avait voulu les effacer sans tout à fait y parvenir. Le père Vasselle passa des heures à déchiffrer ces mots sous la lumière oblique d'une bougie. Les archives n'avaient pas d'électricité, et ce qu'il parvint à lire
Il le nota avec une écriture moins assurée que d'habitude, comme si sa main tremblait légèrement. Il avait lu « La crypte s'étend plus loin qu'il n'est possible. Les noms gravés ne sont pas ceux des morts. Ce qui est gardé là ne doit pas être nommé. » Il y avait aussi, à la fin de cette entrée barrée, une phrase qui n'avait pas été censurée. Peut-être parce que celui qui avait biffé les autres mots l'avait jugée trop absurde pour être dangereuse, ou peut-être parce qu'il avait été interrompu avant de finir. La phrase était « Ils nourrissent quelque chose ». Le père Vasselle referma le registre. Il resta longtemps assis dans cette salle d'archives poussiéreuse, dans le silence de cet après-midi de novembre, et il pensa. Il pensa à ses obligations en tant que prêtre, il pensa aux âmes de sa paroisse, il pensa à Céleste Delarocque, disparue en 1907, à Théodore le domestique, à la jeune femme sans prénom qu'on lui avait évoquée, et il pensa à cette phrase « Ils nourrissent quelque chose ». Et si vous étiez là, à sa place, avec ces fragments dans les mains, avec ces mots barrés dans un registre vieux de 2 siècles, dans le silence absolu de cet après-midi d'hiver, auriez-vous décidé de continuer? Ou auriez-vous posé le registre, remis votre manteau et marché aussi vite que possible vers la lumière du dehors? Le père Vasselle décida de continuer. Il attendit le mois de décembre. Il choisit une nuit sans lune, une nuit de brouillard épais comme en produit parfois cette région du sud, quand l'humidité du plateau rencontre le froid de la vallée. Il se leva à 2 heures du matin. Il prit une lanterne, un petit carnet, le trousseau de clés que lui avait confié le curé précédent, des clés qui ouvraient diverses propriétés de la paroisse pour les urgences. Il marcha jusqu'au domaine des Delarocque. Ce qu'il trouva, cette nuit-là, il le consigna dans son journal le lendemain matin, avec une écriture hésitante, des phrases qui s'interrompaient, des mots raturés et réécrits. C'est la partie du journal que j'ai lue le plus lentement, en essayant de reconstituer, derrière les lacunes et les hésitations, ce qu'il avait véritablement vu. La grille n'était pas fermée à clé. Ce détail, qu'il note avec surprise, est peut-être le plus troublant. Comme si quelqu'un ou quelque chose, il traversa l'allée de cyprès dans le brouillard, contourna la maison principale par la droite, longea le mur de pierre jusqu'au chêne et trouva la chapelle. La porte était entr'ouverte. Il le note 2 fois, souligne les mots. La porte était entr'ouverte, pas enfoncée, pas fracturée. Entr'ouverte, comme si quelqu'un venait d'entrer ou de sortir. Il s'approcha, posa la main sur le bois de la porte. Sentit, et c'est lui qui l'écrit, lui, un prêtre formé à la raison et au scepticisme, une résistance, pas physique, pas une résistance de serrure ou de poids, une résistance de nature différente. Comme si l'air lui-même ne voulait pas qu'il entre. Il entra. La chapelle était petite à l'extérieur. À l'intérieur, elle paraissait plus grande, pas beaucoup, mais assez pour qu'il le remarque. Il y avait un autel de pierre au fond, sans croix, des stalles en bois sombre, usées, comme si elles avaient été occupées régulièrement pendant des siècles. Des chandelles sur l'autel, éteintes mais récentes, de la cire fraîche, avait coulé sur la pierre. Et sur les murs, il y avait des inscriptions sur toute la hauteur des murs, gravées dans la pierre. Certaines en latin, un latin archaïque qu'il reconnaissait à peine, d'autres dans des langues qu'il ne pouvait pas identifier. Et parmi ces inscriptions, régulièrement, des noms, des prénoms surtout, parfois accompagnés d'une date, parfois seuls, des dizaines de noms, peut-être des centaines, certains récents, certains anciens, et parmi eux, à mi-hauteur du mur de gauche, gravés l'un en dessous de l'autre avec la même profondeur, les mêmes lettres régulières,
Céleste, Théodore, Marguerite, le prénom de la femme d'Édouard Philippe qui était morte, selon les registres, d'une maladie banale en 1912, et un prénom qu'il ne reconnut pas. Et puis, au centre de la chapelle, dans le sol de pierre, une trappe, pas cachée, pas dissimulée, une trappe de métal sombre avec un anneau pour la soulever, scellée par un cadenas qui, et il le note avec une précision qui me semble aujourd'hui presque douloureuse, portait la même marque que le cadenas de la grille d'entrée, la même marque, comme fabriquée par le même artisan, comme conçue pour être ouvert par la même clé. Il s'agenouilla devant la trappe, il posa la main sur le métal froid, et c'est là qu'il entendit quelque chose. Il n'écrit pas ce que c'était. C'est la seule chose qu'il ne décrit pas dans ce passage du journal. Autour, il décrit tout avec une minutie presque obsessionnelle. La texture de la pierre, l'odeur de la cire, la façon dont la lumière de sa lanterne se reflétait dans les inscriptions sur les murs. Mais ce qu'il entendit sous la trappe, il l'omit. Ou plutôt, il commença une phrase et s'arrêta. Il y a, dans le journal, à cet endroit précis, une ligne vide, puis une phrase qui dit simplement « Je ne suis pas capable de l'écrire ». Il se releva. Il sortit de la chapelle. Il marcha jusqu'au presbytère sans se retourner. Le lendemain matin, il envoya une lettre à son évêque. La lettre, elle aussi retrouvée dans les archives, est rédigée dans un style remarquablement sobre pour ce qu'elle contient. Il demandait l'autorisation d'une enquête spirituelle au domaine des Delarocque. Il mentionnait les inscriptions sur les murs, la trappe, les noms des disparus. Il utilisait une formule ecclésiastique précise qui désignait une situation nécessitant une attention particulière de l'autorité diocésaine. La réponse de l'évêque lui parvint une semaine plus tard, brève, 5 lignes. Elle lui demandait de cesser toute démarche non autorisée concernant la propriété privée de fidèles respectables, de ne pas laisser des suppositions non fondées troubler la paix d'une paroisse et de se concentrer sur son ministère ordinaire. L'Église avait déjà protégé les Delarocque, elle le faisait encore. Le père Vasselle écrivit dans son journal ce soir-là, en latin, comme s'il voulait que ces mots soient moins accessibles ou peut-être simplement plus solennels. Nemo vult sire. Personne ne veut savoir. Puis, il ne fit rien. Pendant 6 semaines, il ne fit rien. Il célébra ses messes, il visita ses paroissiens, il continua à croiser Armand Delarocque après la messe du dimanche. Et Armand Delarocque continuait à lui serrer la main, avec un sourire cordial, comme si rien ne s'était passé, comme si la nuit de décembre n'avait jamais eu lieu. Et puis, en février, le père Vasselle disparut. Il disparut un mardi. On le vit le lundi soir au presbytère. Son sacristain lui apportait son dîner et nota qu'il avait l'air préoccupé, qu'il lui demanda s'il avait revu des membres de la famille Delarocque dernièrement. Le sacristain dit non. Le père Vasselle hocha la tête et dit « Bonsoir ». Le lendemain matin, la porte du presbytère était ouverte, son lit n'avait pas été défait et il n'y avait aucune trace de départ précipité. Pas de valise manquante, pas de manteau absent, pas de notes. Seulement le journal, posé sur la table, ouvert à la dernière page écrite. La dernière page ne contenait qu'une phrase. Une seule, en français courant, sans aucune de la précision stylistique qui caractérisait le reste. Une phrase qui ressemblait moins à un écrit qu'à un murmure. Il y en a beaucoup plus que je ne pensais. Les autorités enquêtèrent brièvement. Les Delarocque furent interrogés. Interrogés, jamais davantage. Armand Delarocque exprima sa tristesse et son étonnement. Il n'avait rien vu. Il ne savait rien. Il espérait que le prêtre serait retrouvé sain et sauf. La chapelle privée ne fut jamais visitée par les enquêteurs. Le domaine ne fut jamais fouillé.
L'enquête fut classée 3 mois plus tard avec une conclusion administrative lapidaire. Cause du départ inconnue, et le village se tut. Comme ils s'étaient toujours tus, les de la Roque continuèrent à vivre dans leur domaine pendant encore plusieurs années. Armand mourut en 1931, de vieillesse selon le certificat de décès. Son frère Lucien, qui avait jusqu'alors vécu dans l'ombre, reprit la direction de la propriété. Lucien était plus effacé qu'Armand, plus difficile à cerner. Les gens du village se souvenaient de lui comme d'une silhouette, quelqu'un qu'on voyait passer sans jamais vraiment voir son visage. Lui aussi portait quelque chose autour du cou. Les domestiques de l'époque le remarquèrent. Puis vint la guerre, et après la guerre, tout changea. À l'automne 1947, les de la Roque quittèrent le domaine, du jour au lendemain, sans annonce préalable, sans explication donnée à quiconque. Les domestiques trouvèrent les portes fermées le matin en arrivant, un mot glissé sous la grille. Pas une lettre, pas une explication, juste quelques lignes en écriture serrée disant que leur service n'était plus requis et qu'une somme d'argent leur serait envoyée en compensation. La somme arriva effectivement, envoyée depuis une banque de Paris, mais personne ne put jamais établir où Lucien de la Roque était allé, ni s'il avait des héritiers, ni s'il était encore en vie. Le domaine fut laissé à l'abandon. Les années passèrent. La nature reprit ses droits. Les cyprès de l'allée moururent un par un, remplacés par des broussailles. Le crépi ocre de la façade se détacha progressivement, révélant la pierre grise en dessous. Les volets pourrirent. Les vignes que la famille avait cultivées se sauvagèrent, s'enchevêtrèrent, produisirent encore quelques années des grappes que personne ne récoltait, puis s'éteignirent. La chapelle, elle, ne changea pas. C'est ce que dirent les rares personnes qui osèrent s'approcher de la propriété dans les décennies qui suivirent. La maison se dégradait. La chapelle, non. Ses murs restaient intacts. Sa porte de bois sombre ne pourrissait pas. Sa croix de pierre demeurait nette. Comme si quelque chose la protégeait. Comme si quelque chose, à l'intérieur ou en dessous, maintenait l'édifice dans un état que le temps ne pouvait pas corroder. En 1971, un journaliste d'un magazine régional décida d'écrire un article sur les propriétés abandonnées de la région. Il visita le domaine des de la Roque. Il prit des photos de la maison en ruine, de l'allée envahie de ronces, de la grille rouillée. La grille avait enfin rouilli, en l'absence des mains qui l'avaient toujours entretenue, et il prit des photos de la chapelle. L'article fut publié. Les photos de la maison parurent, les photos de la chapelle, elles, ne parurent pas. Quand on demanda au journaliste, des années après, pourquoi il ne les avait pas publiées, il répondit d'abord en haussant les épaules, puis, après un moment de silence, dit quelque chose de plus précis. Il y avait quelque chose sur les photos, quelque chose que je n'arrivais pas à regarder longtemps. Il ne précisa pas davantage. Et personne ne le poussa à préciser. Je suis allé à Saint-Avran il y a 3 ans. C'était au début de l'automne, quand la lumière du sud devient dorée et horizontale, et que les ombres s'allongent dès le milieu de l'après-midi. Le village était plus petit que je ne l'imaginais. Une rue principale, une église, un café, quelques dizaines de maisons, des vieillards assis devant leurs portes, des enfants jouant dans la poussière. Un calme profond, presque hypnotique. J'avais demandé à la mairie l'autorisation de visiter la propriété abandonnée. La propriété n'avait jamais été officiellement rachetée. La situation successorale des de la Roque n'avait jamais été réglée, et l'État avait fini par désintéresser la question, classant le domaine dans une de ces catégories administratives vagues qui signifient, en pratique,
que personne n'est responsable et que personne ne viendra jamais vérifier. J'y allais seul. Il était environ 16 heures quand j'arrivai devant ce qui restait de la grille. Les ronces avaient tout envahi, mais un passage avait été frayé, récemment, à en juger par les tiges fraîchement cassées. Je n'étais donc pas le premier à être venu. La maison était dans un état de délabrement avancé. Le toit s'était effondré par endroits, laissant entrer le ciel. Les planchers du rez-de-chaussée craquaient sous mes pas, avec un son qui me semblait trop fort pour le silence de l'endroit. Je fis le tour de la maison, me dirigeai vers les chênes. Les chênes étaient encore là, centenaires, immenses, leurs troncs gris et noueux comme des colonnades organiques. Derrière eux, je vis la chapelle. Elle était exactement comme les descriptions que j'avais lues. Exactement. Rien n'avait changé, ou plutôt, rien n'avait vieilli. Les murs étaient intacts, la porte de bois sombre était fermée. Fermée à clé, je le constatais en essayant la poignée. Le cadenas était toujours là. Le même cadenas, après tout ce temps, je fis le tour de la chapelle. Elle était petite, moins de 10 mètres de long, peut-être 6 de large. Je regardais le sol autour d'elle. La végétation s'arrêtait à environ 1 mètre des murs, comme si quelque chose, dans la terre autour de l'édifice, empêchait les plantes de pousser. Un cercle nu, de terre sèche et compacte, ceinturait la chapelle comme un fossé invisible. Je posai la main sur le mur. La pierre était chaude, plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être, compte tenu de l'ombre portée par les chênes. Pas brûlante, tiède, comme quelque chose de vivant. Je retirai ma main. Je restai là un long moment, dans le silence des chênes, dans la lumière déclinante de l'après-midi, et je pensais à tout ce que j'avais lu, à Céleste, à Théodore, à la jeune femme sans prénom, au père Vassel, et à sa dernière phrase, à Adélaïde Morin et aux voix qu'elle avait entendues sous la terre. Et je pensais à quelque chose que je n'avais encore dit à personne, quelque chose que j'avais trouvé dans les archives paroissiales, dans un document si discret qu'il m'avait fallu 3 visites pour le remarquer. Un reçu, un simple reçu de donation, signé par Édouard-Philippe de Larocque en 1903, pour une somme importante versée à l'église locale. Le reçu était banal, des centaines, comme lui, existaient dans ses archives. Ce qui n'était pas banal, c'était la note manuscrite dans la marge, ajoutée par le prêtre qui avait reçu la donation, et probablement oubliée là, glissée entre 2 autres documents pendant plus d'1 siècle. La note disait « La famille maintient que la crypte remonte au moins au XIIe siècle. Elle est d'une profondeur considérable. Ils prétendent ne pas en connaître le fond. » Ne pas en connaître le fond. Je regardai une dernière fois la chapelle. La porte de bois, sombre, le cadenas qui brillait légèrement dans la lumière de fin d'après-midi, ce cadenas dont la clé avait été portée au cou d'Édouard-Philippe, puis d'Armand, puis de Lucien, jusqu'au jour où Lucien était parti et avait emporté la clé avec lui, ou l'avait peut-être laissée là, peut-être posée quelque part dans la maison effondrée, dans un tiroir que personne n'avait ouvert depuis des décennies. Je tournai les talons et je partis. Je partis parce que je suis un homme rationnel, formé à la méthode historique, habitué à traiter les documents avec distance et rigueur. Je partis parce que l'heure avançait et que le soleil descendait rapidement derrière les collines. Je partis parce que je n'avais pas les outils nécessaires pour forcer un cadenas et que même si je les avais eus, je n'aurais pas eu l'autorisation légale de le faire. Ce sont les raisons que je me donne. Mais la vraie raison, la raison que je m'avoue seulement quand je ne peux pas dormir certaines nuits, quand le silence de ma maison devient soudainement un peu trop ressemblant au silence de ce domaine, la vraie raison, c'est que juste avant de me retourner pour partir,
dans l'espace d'une seconde, dans ce bref intervalle entre deux respirations, j'avais cru entendre quelque chose, pas sous la chapelle, sous mes pieds, quelque chose de bas, de sourd, d'indéfinissable, quelque chose qui ressemblait vaguement à un souffle, ou à une voix, ou aux deux à la fois, montant de très loin sous la terre, de si loin que je ne pouvais pas être sûr de l'avoir réellement entendu, de si loin que la distance seule suffisait à en faire douter n'importe qui de sensé. Mais je l'avais entendu, et dans ce son, dans cette fraction de seconde, j'avais eu l'impression très nette, une impression qui défie toute explication rationnelle et que je refuse d'analyser davantage, que ce que j'avais entendu n'était pas un résidu du passé, pas un écho, pas une mémoire de pierre, quelque chose d'actuel, quelque chose qui était encore là, dans l'obscurité profonde sous ce sol de pierre, dans cette crypte dont les de la Roque disaient ne pas connaître le fond, quelque chose qui avait attendu patiemment pendant toutes ces années, toutes ces décennies, que quelqu'un vienne assez près pour enfin, peut-être, l'entendre. Les de la Roque sont partis, le domaine s'effondre. Le village vieillit et se tait. Les archives dorment dans leurs cartons, et la chapelle attend, intacte, au milieu des chênes, avec son cadenas intact et sa pierre chaude, et son sol qui descend plus bas que personne n'a jamais voulu aller. Je n'ai pas publié l'adresse exacte du domaine. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas de la prudence. Ou pas seulement. C'est autre chose. C'est quelque chose que j'ai du mal à formuler. Quelque chose qui ressemble à un respect instinctif pour une limite que je n'ai pas la capacité de comprendre entièrement. Certains secrets ne sont pas cachés pour que nous ne les trouvions pas. Ils sont cachés pour que ce qu'ils protègent ne nous trouve pas. Et peut-être, c'est la pensée que je vous laisse ce soir, la pensée avec laquelle vous allez devoir vivre. Maintenant que vous avez écouté jusqu'ici, peut-être que la vraie question n'est pas ce qui était caché sous la chapelle des de la Roque. La vraie question est-ce que cela attendait d'être trouvé? Ou est-ce que cela attendait simplement que nous cessions de chercher pour pouvoir enfin commencer à chercher à son tour? Et peut-être, le véritable horreur n'était pas dans ce qui a été trouvé, mais dans ce qui est peut-être encore là, qui attend.